plusieurs années d'apnée, j'ai pu comprendre la genèse des monstres marins. Beaucoup sont nés d'observations de navigateurs qui ne voyaient l'océan que depuis la surface. Au-dessus de l'écume, la mer n'était alors que terreur et fascination. Des géants des mers comme le requin blanc. On construisait des mythes éternels pour, par exemple, évangéliser. Évidemment, il est difficile de croire au Jonas avalé et ensuite recraché par une soi-disant baleine. L'invention des monstres avait toujours un but. D'après quelques ombres aperçues sous la surface, les marins pouvaient faire avaler l'incroyable. Pour valoriser leur métier, ils inventaient quelques serpents de mer et autres sirènes. Des descriptions fausses d'un animal en mauvais état ou flottant en pleine mer aboutissaient à des êtres extraordinaires. Curieusement, d'une carte à l'autre, les mêmes monstres réapparaissaient. Ils s'inspiraient d'animaux réels, leur taille surpassait la nôtre, et ils hantaient les bordures du monde connu. Les descriptions farfelues ont cédé la place à des descriptions précises, quand les naturalistes ont pu observer en détail des géants des mers, à la frontière de notre monde, comme ces baleines mortes ou agonisantes que Fred voyait dans son enfance en Belgique. Encore aujourd'hui, les scientifiques sont souvent incapables de les renflouer. Mais en étudiant systématiquement les créatures pêchées ou échouées, ils ont progressivement décrit, classifié et comparé l'anatomie des animaux qui ont inspiré ces créatures légendaires. La baleine à bosse, par exemple. Grâce à eux, on sait que c'est un mammifère marin, une baleine à fanon. Ainsi, les premiers naturalistes ont progressivement tué les mythes fantaisistes. Mais ils ignoraient tout de la biologie des géants des mers, car ils ne s'aventuraient que très rarement au large. Depuis, ils essayent d'en savoir plus, de les observer bien vivants, de se préoccuper de leur sort. Il serait temps. En moins d'un siècle,
la pêche s'est développée, industrialisée, et ceux qu'on appelait monstres sont massacrés, avant même d'être réellement connus. Le problème des requins, c'est qu'on les surpêche, on en tue quelque chose comme 75 millions chaque année. Et tout ça avant même de les étudier, avant de connaître leur comportement. Je pense qu'on fait les choses à l'envers. Là, on est parti pour avoir une extinction de certaines espèces avant même d'avoir pu comprendre comment elles vivaient. Donc ça, c'est intolérable. Le problème est l'avidité des hommes, c'est certain. Pour moi, à l'heure actuelle, la seule chose qui va pouvoir arrêter la surpêche, c'est que la pêche ne sera plus commercialement viable. Je pense que c'est utopique de croire à quelques régulations et applications des règlements. Face à ces géants industriels aux ramifications internationales, un homme poisson peut-il alerter les consciences sur l'état du peuple muet qui vit sous la surface? Je ne sais jamais de quoi demain est fait, et c'est à la fois passionnant et effrayant. Par chance, Fred découvre un rapport récent de l'IUCN, une organisation de protection des animaux. Elle juge encore que 40% des requins sont considérés comme data deficient, ce qui signifie qu'on ne connaît pas assez de données sur leur biologie pour décider des mesures de protection à prendre. Pourquoi ne pas exploiter ces talents d'apnéiste pour ramener des preuves par l'image et des informations sur ces requins? Quelque chose en lui grandit. Fred dessine son projet de vie. Cap sur l'Afrique du Sud. Ces côtes sauvages, brassées par un courant froid et des eaux turbides, abritent les plus importantes concentrations mondiales de requins côtiers. Fred y rejoint un apnéiste nommé Steve Benjamin. Il a découvert quelques requins méconnus, justement désignés comme data deficient par l'IUCN. Il les appelle co-sharks, comprenez, requins vaches. Hey Fred, on va passer de l'autre côté de la forêt de kelp en nageant à travers la passe. On risque de trouver des requins vaches là-bas. Ils peuvent ne pas être là, il peut y en avoir beaucoup. Ça dépend vraiment des jours. Ils peuvent être assez gros, entre 1 mètre et 2 mètres 50. Il peut y avoir des gros requins là-bas. Mais nageons de l'autre côté de la forêt et voyons ce qu'on va trouver. Il peut y en avoir quelques-uns, surtout en été, quand l'eau devient assez chaude. Jusqu'à 30 ou 50 à la fois. En même temps, Ouais, dans le même coin. Mais t'en verras au maximum que 10 à la fois. avec les premières expéditions scientifiques, je me suis vraiment rendu compte que l'apnée est une remise en question permanente. Il faut toujours se réadapter, on tombe sur des surprises, et il faut toujours se renouveler. Le petit bain avant la forêt d'algues géantes leur réserve une surprise. Les requins pyjamas. Sous ce sobriquet se cachent des requins endémiques des eaux côtières d'Afrique du Sud, des victimes fréquentes des pêcheurs, des animaux énigmatiques. À nouveau, l'IUCN les estime menacés, mais ne dispose pas de données pour confirmer les mesures de protection à prendre. Fred peut-il entamer un programme de recensement auprès de ces requins furtifs? Malgré ses talents, il ne saurait passer au peigne fin le dédale de rochers et de crevasses qui sert de garde-manger à ces petits ogres. Ces études doivent se concentrer sur des animaux de grande taille.
Des animaux potentiellement dangereux pour l'homme, comme les requins-vaches. Encore faut-il les trouver, plus profonds. Quand je plonge, je pense qu'il y a toujours cette recherche de paix intérieure. Surtout en apnée, on est obligé d'être vraiment dans le moment présent. Je vais ouvrir les yeux, voir s'il y a des animaux. Et c'est généralement une phase très confortable. Au bout d'un moment, quelques dizaines de secondes, on va commencer à sentir les premiers signes du besoin de respirer. S'il y a des animaux, s'il y a quelque chose qui se passe, soit on a le choix de prolonger l'apnée et de tirer un petit peu dessus, ou alors s'il n'y a encore rien, on va peut-être remonter et faire une autre apnée. Mais si l'apnéiste est tributaire de l'air emprisonné dans ses poumons pour explorer les fonds marins, quel est alors son avantage par rapport à un plongeur en bouteille ? L'apnéiste est très très discret. Donc ça va être beaucoup plus facile pour approcher un animal. Et mieux encore, l'animal va pouvoir nous approcher. Il va venir vers nous, et ça pour un photographe ou un caméraman, c'est évidemment le Graal.